Sihanouk. Chapitre 10. Los Angeles. De retour à Los Angeles, après sa rencontre inattendue avec le sosie de l'héroïne de Notre-Dame de Paris, Miguel de Valdivia ordonne au service administratif de Zarathustra Biotech de mettre en œuvre les procédures permettant l'embauche de la jeune Mapuche, ainsi que son entrée légale sur le territoire américain. Après quoi, fidèle à l'intuition qui l'a traversé le jour de leur rencontre, il s'impose une relecture méthodique du roman qui semble obséder le cerveau artificiel de Doc Wizard. Pour avoir une petite chance de provoquer la moindre émotion chez Doc Wizard, il doit élaborer une stratégie basée sur la connaissance parfaite de chaque personnage du roman dans lequel le robot s'est invité. Voyageant parmi les pages de l'édition luxueuse qu'il s'est offerte pour l'occasion, le sorcier analyse rigoureusement le déroulement de l'intrigue du roman. Il recherche des pistes et passerelles potentiellement utilisables pour forcer le grand robot à produire l'étincelle tant attendue. Soumis à sa rigueur mathématique, le souffle de la prose de Victor Hugo, empli des larmes et du sang de la vie, se trouve peu à peu transformé en un fouillis de diagrammes, de formules et d'équations complexes. Il couvre l'immense tableau noir du laboratoire. Le premier personnage auquel il s'intéresse est tout naturellement Quasimodo, le sonneur des cloches de la cathédrale. C'est Quasimodo, le sonneur des cloches. C'est Quasimodo, le bossu de Notre-Dame. Quasimodo le borgne. Quasimodo le bancal. On voit que le pauvre diable avait des surnoms à choisir. Les femmes se cachaient le visage. « Oh, le vilain singe !» disait l'une. « Aussi méchant que l'air !» reprenait l'autre. « C'est le diable !» ajoutait une troisième. « J'ai le malheur d'habiter auprès de Notre-Dame. La nuit, je l'entends rôder dans les gouttières. Il nous jette des sorts par la cheminée. » La raison pour laquelle Doc Wizard s'est identifié au monstre repoussant de Notre-Dame demeure pour lui un profond mystère. Comment se fait-il qu'un ensemble de circuits combinés a choisi de s'identifier à cette créature affublée d'un corps monstrueux et décrite comme un être de l'ombre rempli de méchanceté? Cette question, il sait qu'il n'y a pas lieu de se la poser sous peine de tomber dans l'anthropomorphisme. Wizard ne possède aucune échelle de valeur qui lui permette de choisir en fonction des bonnes ou des mauvaises choses. Le grand robot blanc n'est encore qu'une machine froide, capable de singer assez bien l'esprit humain pour apporter l'illusion aux néophytes. Mais cet esprit n'est qu'un artifice limité. Bien qu'il maîtrise parfaitement l'architecture intellectuelle de Doc Wizard, il est l'artisan de l'ultime reprogrammation du robot. Le sorcier découvre peu à peu que Doc Wizard produit désormais par lui-même de nouvelles arborescences dans son complexe algorithmique. Au cœur de la nuit, le chercheur se gratte la tête. Quel chemin il a pris, le petit malin, pour se foutre dans la peau d'un bossu qu'on traite comme une bête? Est-ce que je peux trouver la réponse quelque part dans ce bouquin? Au cours d'une lecture en diagonale, Miguel tombe sur ce qu'il recherche à l'ouverture du chapitre intitulé « Le chien et son maître ». Le lecteur y fait connaissance avec le prêtre qui adopta l'enfant abandonné le jour de la Saint-Quasimodo. La chose était simple. Claude Frollo l'avait recueilli, l'avait adopté, l'avait nourri, l'avait élevé. Tout petit, c'est dans les jambes de Claude Frollo qu'il avait coutume de se réfugier quand les chiens et les enfants aboyaient après lui. Claude Frollo lui avait appris à parler, à lire, à écrire. Claude Frollo, enfin, l'avait fait sonneur de cloches. L'archidiacre avait eu en Quasimodo l'esclave le plus soumis, le valet le plus docile, le dogue le plus vigilant. Quand le pauvre sonneur de cloches était devenu sourd, il s'était établi entre lui et Claude Frollo une langue de signes, mystérieuse et comprise d'eux seuls. De cette façon, l'archidiacre était le seul être humain avec lequel Quasimodo eût conservé communication. Pour Miguel, il existe une évidente analogie entre l'histoire du sonneur des cloches de Notre-Dame et celle du grand robot, tous deux redevables autant que soumis à leur maître. Les applications du méta-cerveau de Doc Wizard ont possiblement assimilé Claude Frollo à Larry Jebb. Voilà bien le genre de détail à classer soigneusement comme un levier utilisable dans l'élaboration du plan. Toutefois, le génie de Valparaiso n'est certain de rien. Ce n'est qu'une piste. Je la mets dans la liste. Bossu peut-être, le doc, mais clairement attiré par les femmes. On va chercher par là aussi.
Absorbé par ses recherches, Miguel ne s'éloigne guère de ses écrans. Doué d'une force de travail égale à son enthousiasme, il dort peu, se nourrit de chips et s'abreuve de café. Dans le silence de la nuit, il applique ses mains osseuses sur son visage fatigué. Bon, il s'agirait d'être un chercheur qui trouve quelque chose. Pour l'instant, je nage. J'espère ne pas planer. Pas trop en tout cas. Je flaire des pistes. Il faut que je dégrossisse le plan pour l'arrivée de l'Indienne. Avec celle-là, je le sens, dans les 6 mois qui viennent, on va célébrer le premier amour artificiel de tous les temps. Promis, je boirai ma première coupe de champagne. Ce qui est bien peu au regard de l'importance de l'événement. Le mec qui a inventé la roue a dû boire la bouteille entière. Miguel feuillette le livre hérissé de post-it et retrouve la page magique qui présente Esmeralda, la danseuse bohémienne. Et chaque fois qu'en tournoyant, sa rayonnante figure passait devant vous, ses grands yeux noirs vous jetaient un éclair. Autour d'elle, tous les regards étaient fixes, toutes les bouches ouvertes. Et en effet, tandis qu'elle dansait ainsi, au bourdonnement du tambour de basque que ses 2 bras ronds et purs élevaient au-dessus de sa tête, mince, frêle et vive comme une guêpe avec son corsage d'or sans plis, sa robe bariolée qui se gonflait, avec ses épaules nues, ses jambes fines que la jupe découvrait par moments, ses cheveux noirs, ses yeux de flamme, c'était une surnaturelle créature. Songeur, Miguel lève les yeux et fixe la photo d'Ilwen qu'il a punaisée à côté de l'étonnante gravure. Sûr qu'il a du goût, le doc. 8 jours se sont écoulés depuis l'extraordinaire rencontre qu'Ilwen a faite avec ce grand bonhomme pâle qui lui a proposé de feindre l'amour envers un robot américain. Hier, dans la matinée, un avocat est monté jusqu'au quartier pour lui présenter un contrat de travail d'une durée de 6 mois aux conditions financières mirobolantes. Après qu'elle ait signé et paraphé la liasse de papiers imprimés, il lui a remis un passeport, un visa et un billet d'avion ainsi qu'un chèque représentant une avance de 20% sur ses émoluments à venir. C'est ainsi que, sur un coup de baguette magique, la jeune Mapuche Ilwen Poimayen, âgée de 19 ans, quitte son misérable bidonville des hautes collines de Valparaiso pour effectuer le premier vol de son existence à bord d'un jet de milliardaire. La petite vendeuse de souvenirs traverse la moitié des Amériques au-dessus des nuages en direction de Los Angeles à la vitesse de 800 km/h pour honorer un rendez-vous d'amour avec une machine. L'avion posé, elle descend à la rencontre du sorcier, Miguel de Valdivia. « Bienvenue, mademoiselle. Je suppose que vous avez effectué un agréable voyage. Dès à présent, je vous demande d'oublier votre prénom. Vous êtes Esmeralda pour quiconque habite et travaille dans la résidence. Il est primordial pour le succès de cette session spéciale que vous vous immergiez autant que possible dans votre personnage. » Tous deux prennent place à l'arrière d'une Melania, modèle X, qui les emporte silencieusement dans le flux du Highway 405 en direction des collines de Bel Air. « Permettez-moi de vous présenter Eduardo, mon chauffeur. Il réside dans une dépendance de la villa avec son épouse Zapatine. Eduardo, je vous présente Esmeralda, ma collaboratrice chilienne, comme moi natif de Valparaiso. » Dans le rétroviseur, l'imposant chauffeur au collier de barbe soigné émet un regard et un sourire rassurant à l'intention de l'arrivante. « Encantado, señorita. » À travers les vitres de la luxueuse berline, Ilwen laisse aller son regard sur la mégapole qui s'étend à perte de vue, piquée de buildings de verre et d'acier. La Melania anthracite quitte l'autoroute pour emprunter la jolie route qui serpente au long des collines boisées de Bel Air. Ici, à l'inverse de ce qu'Ilwen connaît, ces hauteurs abritent de luxueuses villas comme elle n'en a jamais vues. Les toits qui émergent au travers des bouquets d'arbres sont des palais aux lignes contemporaines audacieuses ou des répliques d'imposants manoirs européens. Les seigneurs américains ont su installer une atmosphère paisible que la fureur du monde n'atteint pas. Le véhicule s'engage sur l'allée de gravier blanc qui vient d'apparaître derrière le portail automatique blindé qui s'ouvre tel le rideau d'un théâtre. Se tournant vers sa protégée, « Vous voici chez vous, mademoiselle Esmeralda. Je pense que vous y serez bien. » L'indienne reste interdite en découvrant la villa de rêve,
noyé dans un jardin impeccablement entretenu, au milieu duquel ondule l'eau turquoise d'une piscine circulaire. Déposé comme dans un songe sur un gazon presque fluorescent, entouré de fleurs odorantes de toutes sortes, Ilouane prend la mesure de l'aventure absurde qui l'attend. Vivre simultanément en ce lieu l'existence d'une milliardaire ainsi que celle d'une danseuse bohémienne imaginaire. Sur le pas de la porte d'entrée, une femme vêtue d'un tablier immaculé attend qu'elle s'avance pour l'accueillir. « Voici Zapatina, votre cuisinière. »« Hola, señorita, bienvenida a la Villa Chispacamp. » L'élégant scientifique se joint au personnel de la villa pour une visite des lieux. Jamais Ilouane n'a imaginé qu'il pût exister quelque part tant d'abondance et de luxe. En découvrant sa vaste chambre accolée à une salle de bain d'égale proportion, elle estime que si l'on transportait ce volume dans son misérable quartier, une famille de 15 personnes pourrait y loger. Combien alors pourrait vivre dans les 400 mètres carrés qu'on lui fait découvrir à présent? Fascinée par le luxe qui l'entoure, elle traverse 2 salons, une salle à manger ovale, la cuisine qui est digne d'un grand restaurant, une bibliothèque tout habillée de bois clair, plusieurs autres chambres et leurs salles d'eau, et pour finir une immense pièce vitrée remplie de machines de musculation. Toute cette architecture de plain-pied s'agence entre plusieurs patios et terrasses couvertes que l'on choisit pour trouver l'ombre ou le soleil. La salle démesurée où il s'assoit dans de profonds fauteuils pour parler en sirotant un rafraîchissement tient à la fois du plateau de cinéma, de l'atelier high-tech et du laboratoire. Une trentaine d'ordinateurs, reliés à des faisceaux de fils enchevêtrés, s'alignent sur l'interminable plan d'un bureau qui occupe toute la longueur de la pièce. Au centre, un plateau surélevé, entouré de projecteurs et de caméras vidéo, trône sous un lustre de cristal. Un tableau noir tout recouvert de signes et de chiffres occupe un mur entier. « C'est ici que nous allons travailler ?» ?»« Tout à fait. Depuis le jour où vous m'avez accordé votre confiance, mes techniciens installent ici tout ce dont nous avons besoin pour aboutir cet ambitieux projet, l'opération Chispawan. Venez avec moi, je vais vous montrer l'espace réservé à Doc Wizard. » Tous deux pénètrent dans une sorte d'igloo géant laqué de noir dans laquelle règne une lumière tamisée. Nous voilà à l'intérieur du plug house, qui est en quelque sorte la maison de votre amoureux artificiel. C'est sur les fiches qui sortent du sol qu'il se tient lorsqu'on lui en donne l'ordre. L'énergie qu'il accumule pour s'animer et penser, ainsi que toute information que l'on souhaite lui apporter, lui arrive par la plante des pieds. Il n'est pas là ? Doc Wizard, je devrais dire Quasimodo, habite chez son propriétaire qui est aussi mon employeur. C'est si proche d'ici que nous nous y rendrons à pied demain pour le dîner auquel nous sommes conviés par Monsieur Jebb. Mais avant tout, nous avons une tâche essentielle à réaliser avant que le robot vienne s'installer ici. On commence maintenant ? Regagnons nos fauteuils, voulez-vous ? Miguel s'empare de son cartable en cuir fabriqué spécialement à son attention par un cordonnier de Santiago. Débouclant le rabat, il sort un livre de facture luxueuse dont il a fait remplacer l'illustration de l'édition contemporaine par celle de l'édition originale. Il tend à Ilouane le gros livre dont les pages sont hérissées de post-it multicolores et le tend à Ilouane. Je dois lire ce gros livre ? Ce que vous tenez entre vos mains est l'édition espagnole du fameux roman dont je vous ai parlé dans le petit restaurant de la Plaza Sotomayor. Comme vous pouvez le voir, c'est la gravure qui vous ressemble tant qui en illustre la couverture. C'est bien cette image associée à l'histoire racontée dans ce roman qu'a sélectionné l'intelligence artificielle de Wizard. Ce livre, rassurez-vous, je vais vous le lire. Nous prendrons le temps qu'il faut car je dois m'assurer que vous en maîtrisez le déroulement. C'est seulement lorsque je serai sûr de cela que M. Quasimodo emménagera dans cette maison. Ça me fait bizarre, vous savez. Je me mets à votre place, mademoiselle Esmeralda, et vous entrerez facilement dans ce jeu de rôle. Je n'en doute pas. Je vous laisse la journée de demain pour investir votre magnifique demeure. Vous êtes ici chez vous. Prenez vos aises. Je souhaite que vous vous y sentiez bien. À part les samedis et les dimanches, je viendrai quotidiennement travailler avec vous, accompagné de quelques membres de mon équipe. Le savant déplie ses longues jambes pour se lever. Vous en savez assez pour aujourd'hui.
Je vous laisse vous reposer. Quant à moi, je rentre retrouver ma famille. Je vous souhaite un excellent repos et vous dis à demain. Nous quitterons les lieux à 19 heures précises. À 18h58, alors qu'Ilwen vient de passer un pantalon de survêtement et un sweatshirt, Rosa annonce à Esmeralda l'arrivée d'El Señor de Valdivia. Ensemble, survolés par un drone, ils cheminent sur un sentier qui borde la route. Il nous surveille, ce truc ? Ce truc assure notre sécurité, tout simplement. Nous ne sommes pas n'importe où, savez-vous ? Nous allons dîner dans l'une des plus belles maisons du monde, l'une des plus chères aussi. Monsieur Larry est un type extraordinairement intelligent et un peu spécial. Il ne ressemble pas du tout à ces gros industriels à l'allure sérieuse. Ah, voilà le portail qui s'ouvre. Un robot groom se déplaçant sur coussin d'air leur souhaite la bienvenue en langue espagnole. Miguel guette discrètement la réaction de la jeune femme. Il connaît déjà les mots qu'elle va prononcer. Mais est-ce que c'est lui, Doc Wizard ? Qu'en pensez-vous ? Je ne sais pas. Je m'attendais à quelque chose qui ressemble un peu à nous. Satisfait de la petite farce, le sorcier rit avec la candeur d'un enfant. Mademoiselle Esmeralda, je ne vous aurais pas fait traverser la moitié du continent américain pour un machin de cet ordre. Wizard est beau et attachant. Il n'a pas été informé de votre arrivée. Allons-y, je suis très impatient de voir sa réaction. Précédés du gadget, les deux invités suivent la bande de bitume à travers le parc. Un bel homme, quadragénaire dans la force de l'âge, marchand du pied, vêtu d'un simple jean et d'un t-shirt noir, vient à leur rencontre, leur adressant le sourire radieux d'un adolescent. Courbant l'échine à la japonaise, Larry salue la jeune femme. « Mademoiselle, permettez-moi de vous dire que je suis très honoré de recevoir l'amoureuse de mon ami Doc Wizard. Miguel ne m'a pas menti. Vous êtes plus vraie et plus belle encore que la fameuse gravure. Vous savez, à part señorita ou sombrero, je ne connais pas un traître mot d'espagnol. Cela n'a pas d'utilité de nos jours. » Miguel traduit aussitôt les propos prononcés par le maître des lieux. Le milliardaire les invite à le suivre. Allons sur la petite terrasse qui est sous ces arbres. Les bons dîners n'attendent pas. La maison qu'elle vient de quitter, et dont elle pensait qu'il ne pouvait en exister de plus grande, ne vaut pas grand-chose en comparaison du château somptueux qui s'élève devant elle. La table, abritée par un élégant toit de toile et couverte d'une nappe blanche, est dressée dans le parc pour 4 convives, au centre d'une rotonde bordée de buis. Écartant un fauteuil d'osier, le propriétaire des lieux invite la jeune Chilienne à s'asseoir. « Voulez-vous une coupe de champagne ? Doc ne va pas tarder. J'espère que vous avez fait bon voyage et que vous êtes satisfaite de votre résidence. Savez-vous qu'elle appartenait à l'immense actrice Faye Dunaway ? » Ce nom ne dit rien à Ilwen qui préfère boire un jus de fruits. Tout en s'excusant avec un sourire, l'homme sort son smartphone et pianote rapidement sur l'écran. « Je viens d'inviter votre prétendant à venir nous rejoindre. C'est très excitant d'assister à un premier rendez-vous d'amour. » Une silhouette claire passe à travers une haie en sifflotant à merveille Born in America de Springsteen. Quelques instants plus tard, le grand robot blanc sort subitement du bosquet de chênes verts qui cachait son arrivée. Sa démarche, bien qu'un peu raide, à la fois tranquille et puissante, lui confère une belle allure et une incontestable prestance. Balançant ses bras au juste rythme de ses pas, il s'avance en foulant le gazon à la rencontre des 3 humains. Alors qu'il se trouve à 10 pas d'eux, il s'arrête soudain, suspendant le mouvement de son pied gauche tout juste posé sur le sol. La mélodie qu'il sifflait à l'instant s'interrompt également au milieu de la phrase musicale. L'écran plastron du robot émet un flash orange clignotant en alternance avec un flash bleu, signe d'une réaction d'urgence. Muets et immobiles, l'androïde et les humains semblent pétrifiés. Ilwen, pour le choc qu'elle reçoit en découvrant le splendide robot, les 2 hommes pour ce qu'ils constatent et comprennent immédiatement. Le système de reconnaissance faciale de Doc a été capable de ne faire qu'un d'un portrait dessiné et de son modèle vivant. « Putain, il reconnaît la fille !» chuchote Larry, ébahi. « Décidément, Miguel, t'es le champion du monde.
Tu t'es pas gouré quand tu l'as rencontrée. Waouh! Wiz a pris une claque. Tassée sur elle-même, un peu penaude, la visiteuse s'inquiète. Mais qu'est-ce qui lui arrive? On dirait que je lui fais peur. Wiz vient de vous reconnaître. Votre présence est un événement qu'il a identifié comme une priorité absolue. Ce processus a pour effet d'interrompre toute autre tâche commandée pendant une durée de 20 secondes. Ce à quoi nous assistons est extraordinaire. Je savais au fond de moi que ça marcherait, lorsque j'ai croisé votre profil sur le port de Valparaiso. Attendons qu'il revienne à lui. Comme si l'incident n'avait pas eu lieu, Wizard reprend sa marche, puis il marque un temps d'arrêt au pied de la terrasse afin de souhaiter le bonsoir à l'assemblée de sa voix grave aux accents métalliques. Après quoi, il vient adroitement s'asseoir dans le fauteuil qui lui est réservé, face à la jeune femme. Sa tête en forme de casque oblong n'offre en guise de regard qu'un seul petit écran rectangulaire que la jeune femme fixe avec inquiétude en levant la tête. Les flashs verts et bleus ont cessé, remplacés en plein écran par la gravure sosie d'Ilwen, Esmeralda. S'exprimant en espagnol, Miguel questionne l'androïde. « Wiz, qui est la personne assise en face de toi ?» La réponse, cher Miguel, est Esmeralda, la femme de ma vie. Ilwen est estomaquée. Passée sa stupeur première, elle ne peut empêcher un rire étouffé. « Félicitations, Doc. Te plairait-il de connaître le son de sa voix ?» En guise de réponse, Wizard cite quelques vers en langue castillane qu'il est allé puiser dans la romance de Roméo et Juliette. « Ta voix ravit mes sens. Sous tes baisers de flamme, le ciel rayonne en moi. Je t'ai donné mon âme. À toi. Toujours à toi. » En recevant cette déclaration d'amour si caricaturale, Ilwen ne peut s'empêcher de pouffer à nouveau. L'ingénieur ne l'a pas trompé. Le robot semble réellement lui vouer un sentiment amoureux. Un sentiment amoureux de machine qui ne connaît ni fragilité, ni doute, ni pudeur. Un programme de mathématiques. Mais son petit rire étouffé cache la soudaine inquiétude qu'elle ressent. Elle va devoir vivre les 3 mois qui suivent avec cette machine semi-pensante, visiblement obsédée par sa personne. Elle se demande jusqu'à quel point elle pourra jouer cette comédie d'humanité artificielle qu'on lui propose. Miguel lui touche le bras. « Répondez-lui, s'il vous plaît. Le moment est venu d'entrer dans la réalité du livre. » Ilwen hésite un moment. C'est si curieux d'entamer une conversation avec un objet. « Bonjour, monsieur Quasimodo. Vous me voyez vraiment, là ?»« Je te vois et je t'entends, mon cœur chéri. Je connais désormais enfin ta voix délicieuse et flûtée. Tessiture alpha, timbre type andin, intonation bravo plus, diction claire, stockage ok. Merci à toi, ô cher dulciné. » Les 2 hommes se resservent une coupe de champagne et trinquent en se dévisageant. Alors qu'ils vident leur verre à la manière des Cosaques, arrive le maître d'hôtel aux commandes d'une impressionnante desserte. Étonné de voir un couvert à la place réservée pour son lover artificiel, Ilwen questionne le milliardaire. « Est-ce qu'il mange au moins ?»« Non, Doc ne mange pas, bien sûr, mais nous l'éduquons selon les bonnes manières. Je dois dire qu'il est assez à cheval sur certains détails domestiques. Il se ferait un plaisir de vous découper votre travers de porc si vous le lui demandiez. Demandez-le lui, vous verrez. » Ilwen hésite un peu, puis lui présente son assiette. « Quasimodo, ¿podrías cortarme mi carne, por favor ?» Elle peut voir s'afficher le temps d'attente de sa réponse. Loading 8 secondes. Larry, qui est assis à côté d'elle, s'étonne du temps particulièrement long dont le cerveau de Wiz a besoin pour exécuter une tâche aussi basique. Celui-ci finit par s'exprimer. « Impossibilité d'ordre dogmatique, tendre Esmeralda. Action verrouillée. Explication. Monsieur Victor Hugo est formel. Esmeralda est égyptienne, et donc de religion musulmane. Je vous rappelle qu'il vous est formellement interdit de manger de la viande de porc. » Gêné par la vue de zèle de Doc Wizard, Miguel rétablit l'ordre. « Mon cher Doc, je te prie de stocker une information concernant mademoiselle Esmeralda. Il s'agit d'une information qui n'est pas écrite dans le livre, mais dont j'ai eu connaissance. Esmeralda s'est convertie à la religion chrétienne le 12 octobre 1481.
Elle est donc autorisée à manger ces travers de porc que tu vas avoir la gentillesse de lui couper. Est-ce bien clair, mon cher Doc? Tout à fait clair, cher Miguel. Data stockée. Il va me surveiller comme ça tout le temps, s'inquiète Ilwen, s'adressant au scientifique. Mademoiselle Esmeralda, je remarque votre tendance à voir de la surveillance là où il n'est question que de logique ou de sécurité. Vous devriez vous détendre sur ce sujet, car votre vie n'a jamais été aussi protégée. Par pitié, faites donc taire cette paranoïa qui ne ferait qu'entraver le succès de notre collaboration. Car voyez-vous, là n'est pas la question. Je vois, et c'est bien naturel, je me mets à votre place que vous n'avez pas encore intégré le rôle que vous devez jouer. Acceptez pour le temps de votre contrat de ne plus être cette jeune femme de Valparaiso. Vous êtes payé pour être Esmeralda. Faites comme cela, et notre travail deviendra une partie de plaisir. Bien qu'elle acquiesce à la réponse du grand quadragénaire, il n'empêche qu'Ilwen n'a pas été habitué à ce qu'une tierce personne, fût-il robot, lui indique les comportements qu'il lui convient d'adopter. Capable de repérer le bon sens des choses, Ilwen décide alors de faire bonne figure. Elle ne doit pas s'égarer hors de la voie qui l'a parachutée dans cette histoire de fou. Elle rentrera au pays, assez riche pour marcher dans les traces de ses ancêtres. S'ensuit un repas agréable et cocasse dans le jour déclinant, pendant lequel Doc Wizard fait preuve d'un esprit d'à-propos décalé, au point qu'il est le seul autour de cette table capable de la faire rire. Quel beau repas de famille! Je suis presque ému. C'est une sacrée fiancée que tu nous as ramenée là, mon Wiz. Dommage, j'aurais préféré que tu choisisses d'incarner un prince charmant plutôt qu'un monstre.